Bonjour à tous mes chers étudiants, dans cette vidéo je vais vous présenter la correction de l'examen Introduction à l'ingénierie des matériaux, session décembre 2021. Pour la classe de la première année Mastec à l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger l'examen. Il suffit de consulter le site slimfuchsia.wordpress.com, passer à l'article 12, intitulé L'ingénierie et la technologie des matériaux. La première partie de cet article est réservée à l'introduction à l'ingénierie des matériaux et la deuxième partie est réservée au choix des matériaux pour les applications industrielles. Donc je vous demande de passer à la partie des examens et télécharger l'examen décembre 2021. Vous pouvez aussi nous suivre sur ma chaîne YouTube Slim Fuchsia et regarder toutes les vidéos relatives au cours examen en consultant la playlist matériaux. L'examen comporte 3 exercices. Le premier sur 7 points, le deuxième sur 8 points et le troisième sur 5 points. Je vais commencer par l'exercice numéro 1. Première question, pour les applications de tableau ci-dessous, identifiez le matériau utilisé en justifiant votre réponse. Donc, dans la première colonne, on vous propose un certain nombre d'applications utilisées dans le quotidien ou bien utilisées dans la vie industrielle et on vous demande de chercher le matériau et proposer la propriété correspondante. Une première remarque, c'est que le matériau proposé est le plus utilisé, mais on peut trouver d'autres matériaux sur le marché. Aussi, je vais proposer deux propriétés et vous pouvez par la suite choisir une parmi les deux. Fil électrique, matériau cuivre, propriété bon conducteur électrique et thermique. Aussi, c'est un matériau inoxydable. Les regards d'égout en fonte, parce que le matériau il est facile à mouler et possède une bonne résistance mécanique. Les fraises, comme outil de coupe, on les trouve en acier rapide ou bien en carbure. Bonne résistance mécanique, thermique et à l'usure. Robinet jaune en laiton, facile à mouler et non oxydable. Les casseroles, acier inox, non oxydable avec une bonne conductivité thermique. Les bottes de pluie, caoutchouc, souples et imperméables. Des palmes de plongeur en caoutchouc, souples et imperméables. Les manches de casserole en bakélite, isolant thermique avec bonne résistance à la chaleur. Les couverts de table en inox, c'est un matériau inoxydable et une bonne résistance mécanique. Les gobelets, c'est en polystyrène, facile à thermoformer et isolant thermique. Bouteilles en plastique, PET, polyéthylène terephthalate, facile à souffler et c'est un matériau ductile. Poteau électrique, acier galvanisé, résistance à la corrosion et résistance mécanique. Enfin, le corps de hachoir à viande, c'est en fonte, c'est un matériau facile à mouler et possède une bonne résistance. Deuxième question, quelle est la désignation de ces matériaux? Alliage de cuivre à 2% de beryllium et contenant de nickel. C'est le CuBe2Ni. Acier rapide à 7% de tungstène, 4% de molybdène, 2% de vanadium et 5% de cobalt. HS 7-4-2-5. Acier allié à 0,1% de carbone,
18% de chrome et 8% de nickel. X10 CrNi 18-8. Acier non allié moulé à 0,3% de carbone. GC30. Fonte à graphite lamellaire à 13% de nickel et 7% de manganèse. EN-GJL-XNI-MN13-7. Alliage d'aluminium corroyé à 4% de cuivre et contenant de silicium et de magnésium. EN espace AW-AL-CU4-SIMG. Polychlorure de vinyle plastifié. PVC-P. Polyéthylène terephthalate. PET. Troisième question, dessiner à main levée la structure moléculaire d'une matière amorphe et d'une matière semi-cristalline. Le polymère amorphe est constitué de chaînes macromoléculaires repliées, enchevêtrées en désordre à la façon des spaghettis après cuisson. Le matériau semi-cristallin est constitué de deux phases, des phases amorphes et des phases cristallines. Les chaînes macromoléculaires de la phase ordonnée se plient les unes sur les autres pour former des cristallites appelés également des lamelles. Une chaîne macromoléculaire peut s'évader de la phase cristalline, s'enchevêtrer avec d'autres chaînes dans la phase amorphe et participer à une lamelle voisine. Plusieurs chaînes peuvent participer à une lamelle donnée. Quatrième question, complétez le tableau en classant les matériaux suivants par famille: thermoplastique, thermodoussable, caoutchouc. On trouve comme matériaux thermoplastiques parmi la liste proposée ABS, PA, PE, PVC, POM, PP, PMMA, PTFE, PET, PC et PS. Comme matériaux thermodoussissables, on trouve les polyesters insaturés, les époxys, les polyuréthanes, aminoplastes et phénoplastes. Et 6 matériaux caoutchouc, l'SBR, le NR, IIR, le PDM, l'MBR et le CR. Exercice 2. La figure ci-dessous représente la courbe brute de traction d'un acier non allié. Les probettes de section circulaire A, un rayon initial R0 est égal à 10 mm et une longueur initiale est égale à L0, 92 mm. La figure montre la force en newton en fonction de delta L en millimètres. Première question, calculer les contraintes sigma et la déformation epsilon nominale au point A, B, C. Je vous rappelle de la formule de la contrainte. Sigma est égal à R, facteur de 1 plus E. Avec E, c'est le taux d'allongement. Sigma est égal à F sur pi R carré, facteur de 1 plus delta L sur L0. Est égal à F sur pi 10 carré, facteur de 1 plus delta L sur 92. Et la formule de epsilon est égale à log de 1 plus delta L sur 92. Avant de passer au calcul de la contrainte et de la déformation pour les 3 points, je vous demande de projeter sur l'axe de force et de l'allongement delta L les points A, B, C. On trouve pour le point A sa projection sur l'axe des forces est égale à 145 000.
Pour le point B, 215 000. Pour le point C, 180 000. La projection de A sur l'axe des abscisses est égale à 0,2 mm. Le point B, 12 mm. Le point C, 16,5 mm. Alors pour le point A, sigma A est égal à 462,55 mégapascal. La déformation au point A est égale à 2,17 10-3. Pour le point B, sigma B est égal à 777,63 mégapascal et epsilon B est égal à 0,122. Pour le point C, sigma C est égal à 675 mégapascal et epsilon C est égal à 0,1645. Deuxième question, calculer le module du angle de l'acier. E est égal à RA sur epsilon A ou bien sigma A sur epsilon A est égal à 462,55 sur 2,17 10-3 est égal à 213 gigapascal. Troisième question. Donnez la limite élastique RE et la résistance à la traction RM de l'acier étudié. RE est égal à FA sur S0 est égal à 145 000 sur 100 pi est égal à 461,5 mégapascal. RM est égal à FB sur S0 est égal à 215 000 sur 100 fois pi est égal à 684 mégapascal. Quatrième question. Calculer l'allongement relatif après rupture A% de l'acier. A% est égal à epsilon C moins epsilon A est égal à peu près 16,23%. Cinquième question. Calculer le coefficient de striction Z% si le rayon de la section à la rupture est de 9,66 mm. Z est égal à S0 moins SU sur S0 en fonction de rayon est égal à R0 au carré moins RU au carré sur R0 au carré. Donc, application numérique, 10 au carré moins 9,66 au carré sur 10 au carré, ça fait 6,68%. Sixième question. Quel est l'impact de la vitesse de l'essai sur RM, RE, A% et Z%, montré par schéma? Alors, d'après cette figure, si la vitesse augmente, donc RM, RE augmente, A% et Z% diminuent. Septième question, que se passe-t-il lors de la striction? Alors, on remarque une réduction localisée de la section. Huitième question, après écrouissage, une pièce est plus résistante ou bien plus rigide? Expliqué par schéma. L'écrouissage consiste à exercer un effort supérieur à la limite élastique. Donc, on trouve sur la courbe suivante, on trouve ici la première courbe de traction avant écrouissage et une deuxième après écrouissage. On remarque que la pente, elle est la même, mais RE augmente. Donc, la pièce devient plus résistante, mais la rigidité reste la même. Neuvièmement, établir la loi de comportement expérimental dans la zone OA qui exprime la contrainte en fonction de la déformation. Dans la zone OA, on a un comportement linéaire, élastique, donc on va adopter
la loi de Hooke qui dit que la contrainte est égale à module de Young fois epsilon. Donc la contrainte est égale à 213 000 fois epsilon. Deuxièmement, établir la loi de comportement expérimental dans la zone AB. Entre A et B, le matériau a un comportement parabolique. La loi de comportement pour la forme parabolique peut s'écrire sous la forme suivante. Sigma est égal à K fois epsilon exposant n plus sigma 0. On va prendre pour les aciers, sigma 0 est égal à 0. Donc la loi devient sigma est égal à K fois epsilon exposant n. Pour chercher K et n, il suffit de passer cette formule à l'échelle logarithmique. On peut utiliser la forme de log de sigma est égal à A constante fois log de epsilon plus une constante B. Donc A et B, les deux points, appartiennent à la droite d'équation y est égal à ax plus b. Avec y, c'est log de sigma et x, c'est log d'epsilon. Donc pour le point A, log de sigma est égal à 6,13 et log de epsilon est égal à moins 6,13. Pour le point B, log de sigma est égal à 6,65 et log d'epsilon est égal à moins 2,09. Ces valeurs permettent de déterminer la constante A de l'équation y est égal à x plus b qui est égal à 0,1275 qui est égal à n de la loi de comportement sigma est égal à k fois epsilon n. Et ça permet aussi de déterminer B. B est égal à 6,91 de l'équation y est égal à x plus b qui est égal aussi log de k à partir de l'équation sigma est égal à k epsilon n. La loi de comportement sigma est égal à k fois epsilon exposant n. Après le calcul des constantes k et n, la loi devient sigma est égal à 1004 fois epsilon exposant 0,127. Une remarque, c'est que ces valeurs sont approximatives. Pour avoir des valeurs correctes, il faut prendre plusieurs points de la courbe AB et passer à l'échelle logarithmique, tracer une droite linéaire et déterminer les constantes de cette droite. Un client exige pour le matériau étudié allié une résistance maximale est égale à 1350 mégapascales. Décrire le cycle thermique nécessaire en détail, indiquer la température de chauffage, le temps de maintien de chaque traitement et schématiser le cycle thermique. À partir du diagramme de revenu qui représente l'évolution de Rmax et Re, la résilience est le A% en fonction de la température du revenu après trempe. Le cycle thermique comprend une trempe à l'huile à 875 suivi par un revenu à 500 degrés refroidi à l'air libre en projetant la valeur 1350 sur la courbe Rmax, puis une projection orthogonale, ça va donner une température de revenu est égale à
500 degrés. Exercice 3. La figure suivante schématise le diagramme de phase à l'équilibre du système binaire plomb-étain. Première question, énumérer les différents domaines et les différentes phases de ce diagramme. Le diagramme montre 3 domaines monophasés, alpha, bêta et L liquide, et 3 domaines biphasés, alpha plus L, alpha plus bêta, bêta plus L, et un domaine triphasé, représenté par la ligne horizontale sur laquelle on trouve la phase alpha, la phase bêta et la phase L en équilibre. Deuxième question. Que signifie alpha et bêta? Alpha, c'est une solution solide d'insertion de l'étain dans le plomb. Bêta, c'est une solution solide d'insertion de plomb dans l'étain. Troisième question. Donnez la nature des phases présentes. L, c'est liquide. Alpha, bêta se trouve à l'état solide. Quatrième question. Retracez en rouge la ligne de liquidus et en vert la ligne de solidus. La ligne de liquidus, c'est la ligne au-dessus de laquelle l'alliage se trouve à l'état liquide. Donc, on va retracer sur la courbe en haut. Pour le solidus, c'est la courbe au-dessous de laquelle l'alliage se trouve à l'état solide. Et entre le liquidus et le solidus, on a des alliages mixtes entre phase solide et phase liquide. Cinquième question. Déterminer les températures de fusion de plomb et de l'étain à partir du diagramme de phase à l'équilibre plomb-étain. Donc sur la première verticale, on peut déterminer le point de fusion de plomb. Et sur la dernière verticale, on peut déterminer la température de fusion de l'étain. Donc, on a température de fusion de plomb est égale à 327 degrés et la température de fusion de l'étain est égale à 232 degrés. Pour le domaine triphasé, identifier les différentes phases du domaine triphasé, écrire l'équation d'équilibre et donner son nom. Les phases présentes sont alpha, bêta, L. L est en équilibre avec alpha plus bêta. Le nom de l'équation d'équilibre, c'est une transformation eutectique, puisqu'on a 2 phases solides et une phase liquide. Septième question, dans le cas d'un alliage contenant 70% massif de plomb à 184 degrés, c'est-à-dire sur le diagramme 30% d'étain et la température est égale à 184, c'est-à-dire légèrement supérieure à la ligne horizontale. Le point constitutif de l'alliage se trouve dans le domaine alpha plus L avec T est égal à 184 degrés et X est égal à 30%. Première question, quelle est la composition chimique des phases? En appliquant la règle de l'horizontale, pour appliquer cette règle, il faut projeter l'intersection de la droite de température avec les limites de domaine. On trouve x1 est égal à 18,3 et x2 est égal à 61,9. Donc pour la phase alpha,
le pourcentage d'étain, Sn est égal à x1 est égal à 18,3% et le pourcentage de plomb est égal à 100 moins 18,3, ça fait 81,7%. Et pour la phase liquide, le pourcentage d'étain, Sn, est égal à x2 est égal à 61,9% et le pourcentage de plomb 100 moins 61,9 ça fait 38,1%. Question B, calculer la quantité relative de chaque phase présente en fraction de masse. Dans ce cas, on va appliquer la règle des segments inverses. Pour la phase alpha, la fraction massique Y alpha est égale 61,9 moins 30 sur 61,9 moins 18,3, ça fait 73%. Et la fraction massique de la phase liquide est égale à 30 moins 18,3 sur 61,9 moins 18,3, ça fait 27%. Donc pour la phase alpha qui se trouve à gauche, on va prendre le segment inverse entre le point 61,9 et le x est égal à 30% sur le segment total 61,9 moins 18,3. Pour la phase liquide qui se trouve à droite de segment, dans ce cas, on va prendre le segment inverse, c'est-à-dire la distance entre 30 moins 18,3 sur le segment total, c'est-à-dire 61,9 moins 18,3.